Ah bon. Vous voilà, prête pour une nouvelle prise de sang. Et vous savez quoi? Vous vous y prenez probablement très mal. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. Après 30 ans d'expérience dans le domaine médical, je peux vous affirmer que même les femmes les plus intelligentes commettent sans cesse les mêmes erreurs. Et le plus drôle, c'est qu'une fois que vous les connaissez, elles sont ridiculement faciles à éviter. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer les erreurs qui font que les médecins se grattent la tête et que les patients perdent la tête. À la fin de cet article, vous serez une pro des prises de sang. Et croyez-moi, votre médecin sera impressionné. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune et que jeûner signifiait sauter le déjeuner pour rentrer dans cette robe? Eh bien, jeûner pour une prise de sang, c'est tout autre chose, et la plupart d'entre nous s'y prennent mal. Certaines personnes pensent que jeûner signifie ne rien avaler à partir de minuit. Elles se présentent au laboratoire avec l'air d'avoir traversé le Sahara, la langue collée au palais, sur le point de s'évanouir. D'autres se disent « Allez, un peu de crème dans mon café. Ce n'est pas grave. Je jeûne quand même. » Non? Spoiler. Non. Vous ne jeûnez pas. Voici ce que personne n'explique correctement à propos du jeûne. Votre corps est comme un orchestre finement réglé. Et lorsque vous jeûnez trop longtemps, disons 16 ou 18 heures, au lieu des 8 à 12 heures recommandées, cet orchestre se met à jouer du jazz, alors qu'il devrait jouer du classique. Votre foie s'agite et commence à libérer le sucre stocké. Vos hormones du stress se déchaînent. Et soudain, votre analyse sanguine révèle que vous êtes prédiabétique, alors qu'en réalité, vous avez simplement exagéré le jeûne. J'avais une patiente, une femme adorable nommée Margaret, qui était tellement inquiète pour son test de cholestérol qu'elle a jeûné pendant 20 heures. Elle s'est présentée au laboratoire faible comme un chaton. Son taux de sucre dans le sang était très élevé, non pas parce qu'elle a c'est mais parce que son corps pensait qu'elle était en train de mourir de faim. Nous avons refait le test après un jeûne approprié, et tout était normal. Elle en a ri plus tard, mais sur le moment, elle était terrifiée. Le temps idéal est de 8 à 12 heures. Mettez une alarme si nécessaire. Et uniquement de l'eau signifie uniquement de l'eau. Pas de thé, pas de café, pas de soda light dont vous êtes accro. Juste de la bonne vieille H2O. Considérez cela comme une façon de donner à votre sang une page blanche pour repartir à zéro. Maintenant, parlons des vitamines, car c'est un sujet délicat. Vous avez une routine matinale bien rodée. Huile de poisson, vitamine D, peut-être un peu de biotine pour vos cheveux clairsemés, du calcium pour vos os, vous prenez soin de vous, vous êtes responsable. Et puis vos résultats sanguins reviennent, et tout est bizarre, et soudain, on vous envoie chez des spécialistes pour des problèmes que vous n'avez pas. Voici une anecdote amusante qui vous fera rire ou pleurer. La biotine, cette innocente petite vitamine de beauté, est comme un intrus lors d'une fête costumée lorsqu'il s'agit de tests thyroïdiens. Le test ne peut littéralement pas faire la différence entre la biotine et les hormones thyroïdiennes. C'est comme essayer d'identifier quelqu'un lors d'un bal masqué. Tout est confus. J'ai eu une patiente qui a passé des mois à ajuster son traitement thyroïdien parce que ses taux étaient complètement déséquilibrés. Elle se sentait de plus en plus mal, naturellement, car elle traitait un problème qui n'existait pas. Il s'est avéré qu'elle avait commencé à prendre un complément capillaire 6 mois plus tôt. Personne ne lui avait posé la question et elle n'avait pas pensé à le mentionner. Une fois qu'elle a arrêté la biotine pendant quelques jours avant le test, ses taux thyroïdiens étaient
parfait. Elle avait suivi un traitement médical inefficace pour rien. Mais la biotine n'est pas la seule à causer des problèmes lors des fêtes. Les suppléments de fer peuvent donner l'impression que votre foie est malade. La vitamine C peut perturber certains tests enzymatiques. Même la glucosamine, dont vous ne pouvez plus vous passer pour vos genoux qui craquent, peut faire grimper votre glycémie. Le rayon des suppléments en pharmacie devrait être accompagné d'une mise en garde. Peut causer de la confusion lors de votre prochain test sanguin. La solution est simple, mais nécessite un peu de travail. Dressez la liste de tout ce que vous prenez. Et je veux dire tout. Le thé au curcuma, les probiotiques, les herbes mystérieuses dont votre voisin ne jure que par elles. Montrez cette liste à votre médecin avant le test et non après avoir obtenu des résultats étranges. Certains compléments alimentaires nécessitent une pause de 3 jours avant une prise de sang. D'autres doivent simplement être notés pour que les résultats aient un sens. Laissez-moi vous raconter la grande débâcle de la déshydratation. Imaginez, vous avez jeûné, vous avez peur des aiguilles et vous vous présentez au laboratoire avec des veines qui se sont cachées. Le pauvre technicien les cherche comme s'il s'agissait d'un trésor enfoui. Il serre le bracelet en caoutchouc, tapote votre bras comme pour le réveiller, voire enveloppe votre main dans une serviette chaude, comme dans un spa qui aurait mal tourné. 20 minutes plus tard, vous avez l'air d'avoir été attaqué par un moustique minuscule et très tenace. Et il se peut qu'il n'ait toujours pas assez de sang pour tous vos tests. Pourquoi? Parce que vos veines ont piqué une crise, et tout cela parce que vous n'avez pas bu assez d'eau. Lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient épais comme du miel au lieu de couler comme du vin. Tout se concentre. Vos résultats rénaux sont catastrophiques. Votre numération globulaire semble anormale et vous recevez soudainement des appels vous informant de résultats anormaux qui ne le sont pas vraiment. Ils sont simplement concentrés. La solution est si simple qu'elle en est presque embarrassante. À moins que votre médecin ne vous le déconseille expressément, buvez 1 ou 2 verres d'eau environ 1 heure avant votre test. Pas un gallon, vous ne vous entraînez pas pour un marathon. Juste assez pour faire gonfler vos veines et fluidifier votre sang afin qu'il retrouve sa consistance normale. Votre phlébotomiste vous en sera reconnaissant et, plus important encore, vos résultats reflèteront réellement votre état de santé et non votre niveau d'hydratation. Maintenant, voici quelque chose pour tous les seniors actifs qui prouvent que 60 ans, c'est le nouveau 40 ans. Vous êtes allé à la salle de sport hier, vous avez fait de la musculation, vous avez peut-être marché quelques kilomètres. Vous êtes fiers de vous et, franchement, vous avez raison. Puis, vos résultats sanguins suggèrent que vous souffrez d'une maladie du foie et de lésions musculaires. Félicitations, vous venez d'être puni pour être en bonne santé. Chaque fois que vous faites un effort physique intense, vous créez de minuscules déchirures dans vos muscles. C'est ainsi qu'ils se renforcent. C'est un peu comme rénover votre maison. Vous devez abattre certains murs pour en construire de meilleurs. Mais, pendant que vos muscles font leur travail de rénovation, ils libèrent des enzymes dans votre circulation sanguine. Lors d'un test sanguin, cela ressemble à une maladie. C'est comme si vos muscles parlaient de leur entraînement et que le test sanguin les écoutait en cachette et comprenait tout de travers. J'avais une patiente qui était danseuse de salon. À 72 ans, elle pouvait tenir plus longtemps que des personnes 2 fois plus jeunes qu'elle sur la piste de danse. Ses analyses sanguines suggéraient une maladie musculaire grave. Son médecin était inquiet.
Elle était terrifiée. Il s'est avéré qu'elle avait suivi un cours de tango particulièrement intense la veille de son test. Lorsque nous avons refait le test après 2 jours de repos, tout était normal. Le seul problème avec ses muscles, c'est qu'ils étaient trop fabuleux. La règle est simple. Faites une pause de 48 heures avant toute analyse sanguine. Marchez, étirez-vous, faites un peu de jardinage, mais gardez vos exploits sportifs pour après la prise de sang. Vos muscles seront toujours là dans 2 jours, je vous le promets. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Tous les tests sanguins ne se valent pas, mais le monde médical fait souvent comme si c'était le cas. C'est comme en cuisine, vous ne pouvez pas cuisiner tous les plats à la même température et espérer obtenir de bons résultats. Vos hormones thyroïdiennes, par exemple, sont des lève-tôt. Elles atteignent leur pic le matin et ralentissent l'après-midi. Si vous faites un test à 15 heures, vous pourriez avoir l'air d'avoir une maladie thyroïdienne, alors que, en réalité, votre thyroïde fait simplement sa sieste. Le cortisol est encore plus capricieux. Il devrait être à son maximum tôt le matin, puis diminuer tout au long de la journée comme un ballon qui se dégonfle lentement. Si vous le testez au mauvais moment, les résultats seront aussi utiles qu'une théière en chocolat. Le fer aime aussi le matin, et il ne faut surtout pas le tester juste après avoir pris votre supplément de fer. C'est comme se peser en tenant des haltères. Le plus tragique, c'est que personne ne vous le dit. On vous dit simplement de faire une prise de sang, comme si le moment où vous la faites n'avait aucune importance. Puis, lorsque les résultats sont étranges, on vous prescrit d'autres tests, on vous envoie chez des spécialistes, voire on commence un traitement. Tout cela parce que personne ne vous a dit que le moment où vous faites le test est aussi important que le test lui-même. Avant toute prise de sang, réveillez le détective qui sommeille en vous. Posez des questions. À quelle heure dois-je venir? Dois-je prendre mes médicaments? Y a-t-il des instructions particulières? Si possible, demandez à ce que tout soit écrit. Votre santé est trop importante pour être laissée au hasard. Maintenant, parlons de ce verre de vin du soir. Je sais, c'est votre récompense pour avoir survécu à une autre journée. Cela vous aide à vous détendre. Votre médecin vous a même dit que le vin rouge était bon pour le cœur. Mais si vous devez faire une prise de sang le matin, le vin n'est pas votre ami. L'alcool est comme une personne qui ne sait pas garder un secret. Il révèle tout à votre test sanguin. Il augmente votre taux de triglycérides, perturbe vos enzymes hépatiques, vous déshydrate et peut même affecter votre glycémie. Ce verre de chardonnay innocent peut vous faire passer pour quelqu'un qui souffre d'une maladie du foie, alors qu'en réalité, vous avez simplement bon goût en matière de vin. Le pire de tout ça, les effets durent plus longtemps que vous ne le pensez. Ce verre de vin que vous avez bu au dîner affecte encore votre sang 24 heures plus tard. C'est comme un invité qui ne veut pas partir. Vos enzymes hépatiques restent élevées, vos triglycérides restent élevés et, soudain, vous recevez des appels téléphoniques inquiétants vous informant de résultats anormaux. La règle est simple mais stricte. Pas d'alcool pendant 48 heures avant une prise de sang. Oui, même ce petit verre. Oui, même si c'est votre anniversaire. La précision de vos résultats vaut bien 2 jours d'abstinence. Considérez cela comme une cure très courte et très importante. Parlons mode, car apparemment, ce que vous portez pour une prise de sang est, plus important
que ce que vous portez pour aller à l'église. Ces magnifiques manches longues qui cachent vos bras, elles sont un cauchemar sur la chaise de phlébotomie. Ce superbe chemisier ajusté. Bonne chance pour retrousser les manches jusqu'au coude. Vous portez plusieurs couches parce que vous avez toujours froid? Vous devrez faire un striptease pour découvrir un bras. J'ai vu des femmes dignes se débattre avec leurs vêtements, s'énerver, faire monter leur tension artérielle et faire disparaître leurs veines. Tout cela parce qu'elles s'étaient habillées pour être élégantes plutôt que pour être pratiques. C'est comme porter des talons aiguilles pour faire une randonnée. Vous pouvez le faire, mais pourquoi vous compliquer la vie? Le code vestimentaire pour les prises de sang est simple. Les deux bras doivent être facilement accessibles jusqu'au coude. Les manches courtes sont idéales. Si vous devez porter des manches longues, assurez-vous qu'elles se retroussent facilement. Évitez les bijoux serrés qui laissent des marques. Habillez-vous comme si vous alliez montrer vos bras, car c'est le cas. Vos veines vous remercieront et vous garderez votre dignité. Passons maintenant au sujet tabou que personne ne sait aborder correctement, les hormones. Si vous êtes ménopausé et que vous suivez un traitement hormonal, cette information est aussi importante que votre nom et votre date de naissance. Mais d'une manière ou d'une autre, cela se perd dans la communication entre vous, votre médecin et le laboratoire. Les hormones modifient tous les résultats de vos analyses sanguines. L'œstrogène améliore votre taux de bon cholestérol et peut affecter vos tests thyroïdiens. La progestérone perturbe le glucose. Même les hormones bioidentiques que votre ami jure être totalement naturelles apparaissent dans les analyses sanguines. Votre corps se moque bien de savoir si elles proviennent d'une plante ou d'une pharmacie. Les hormones sont des hormones. Le nombre de femmes que j'ai vues être envoyées chez des spécialistes pour des taux hormonaux anormaux alors qu'elles suivaient un THS est ahurissant. C'est comme être surpris que quelqu'un qui porte des lunettes voit mieux. Bien sûr que vos taux sont différents. C'est tout l'intérêt du traitement. Avant chaque prise de sang, prévenez que vous prenez des hormones. Dites-le à la réceptionniste, à l'infirmière, au phlébotomiste. Écrivez-le sur votre front s'il le faut. Précisez ce que vous prenez, comment vous le prenez, depuis quand et tout changement récent. Ne partez pas du principe que quelqu'un se souvient ou vérifie votre dossier. Soyez votre propre historienne des hormones. Enfin, la sortie précipitée qui gâche tout. Votre sang a été prélevé, vous êtes prêt à vous échapper, et vous vous précipitez vers la porte comme si le bâtiment était en feu. Ralentissez, pilote de course, c'est là que les erreurs se multiplient. Ont-ils prélevé tous les tubes nécessaires à SS et ça? Il arrive parfois qu'un tube soit oublié dans la précipitation. Ont-ils prélevé suffisamment de sang? Certains tests sont très exigeants en matière de volume. Les étiquettes sont-elles correctes? Les erreurs sont rares, mais elles peuvent avoir des conséquences désastreuses. Savez-vous quand vous obtiendrez les résultats? Comment les recevrez-vous? Que se passera-t-il ensuite? Plus important encore, vous avez jeûné, vous êtes ici, je propose de rester assis, puis vous vous êtes levé brusquement. Ajoutez à cela le stress de la prise de sang, et vous êtes sur le point de vous évanouir. J'ai vu trop de femmes arriver jusqu'au parking avant d'avoir un vertige. Rien ne gâche autant une prise de sang réussie qu'un trajet raté jusqu'à votre voiture. Restez assis pendant 5 minutes. Buvez le jus qu'on vous offre. Levez-vous lentement. Vérifiez tout 2 fois. Oui,
Cela rallonge votre visite. Mais cela vous évite de revenir, de refaire des tests et de vivre des catastrophes sur le parking. Votre santé mérite ces 5 minutes supplémentaires. Voilà, mes amis, 10 façons dont nous sabotons nos propres analyses sanguines sans même le savoir. C'est comme si nous jouions à un jeu dont personne ne nous a expliqué les règles, puis que nous nous demandions pourquoi nous perdons tout le temps. Mais maintenant, vous connaissez les règles. Vous pouvez jouer pour gagner. Votre sang a des histoires à raconter, des histoires importantes sur votre santé. Mais ces histoires n'ont de sens que si vous donnez à votre sang les conditions nécessaires pour les raconter. Chaque erreur brouille le récit. Chaque précaution le clarifie. Avant votre prochaine prise de sang, souvenez-vous de cette conversation. Préparez-vous correctement. Habillez-vous de manière appropriée. Choisissez le bon moment et donnez à votre sang la chance de dire la vérité. Car à notre âge, nous avons besoin d'informations précises, pas de mystères médicaux. Dites-moi, quelles catastrophes avez-vous vécues lors d'une analyse sanguine? Quelles erreurs avez-vous commises et auriez-vous aimé que quelqu'un vous prévienne? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Nous sommes tous dans le même bateau et votre expérience pourra éviter à quelqu'un d'autre de vivre la même confusion. Si cela vous a ouvert les yeux sur les erreurs que vous commettez, donnez-nous un coup de pouce. Abonnez-vous à notre chaîne car la semaine prochaine, nous vous dévoilerons les analyses sanguines que votre médecin devrait prescrire après 60 ans, mais qu'il ne prescrit probablement pas. Parmi celles-ci, 2 pourraient détecter des problèmes graves des années avant l'apparition des sombres. Homme, vous êtes sur Senior Zone, où nous transformons les mystères médicaux en bon sens, parce que vous méritez de comprendre votre santé, et pas seulement d'accepter ce qu'on vous dit. Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.